Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Vous êtes sur Espace TV. Bienvenue dans le 22h. Donc voici les principales articulations. Les façades des bâtiments sur la voie publique entaillées, les clôtures tailladées, les étalages et autres encombrants dégagés. Les opérations de déguerpissement dans la capitale font couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement, dans cette édition d'information, s'exprime. Et puis la Guinée se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations discipline basketball, une première depuis 35 ans. L'équipe obtient aussi son ticket pour la qualification de la Coupe du Monde. Nos champions sont arrivés à Conakry ce lundi. Notre angle de ce soir nous amène à Timbo, capitale politique du Fouta théocratique, à la découverte du Tata d'Al-Mami, Ibrahima Sori Maoudo, et du lieu où s'est déroulée la bataille de Talassan en 1725. C'est donc à bord d'un aéronef que les premières doses du vaccin contre Ebola sont arrivées à Conakry ce lundi aux environs de 19h. Attendu hier dimanche, l'avion les transportant a été contraint par la météo d'atterrir à Dakar. Les opérations de prévention de vaccination pourront donc démarrer dans les heures qui suivront car Ebola va plus vite que le coronavirus. En quelques jours, il a déjà fait 5 victimes. Suivez donc l'arrivée de ces vaccins dans cet élément signé Ali Badra Kamara, Lamine Silla. Après des heures d'attente, le vol atterrit finalement sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, 4 cartons de vaccins contre Ebola. Ces produits seront acheminés sur les sites de vaccination à Djerekouré et à Ratouma dans la capitale pour le démarrage de la campagne de vaccination ce mardi. Ce sont des vaccins qui ont été livrés à travers le siège de l'OMS à Genève, en appui aussi avec le bureau régional. Et le fabricant a mis à disposition 11 000 doses de ces vaccins pour contribuer à la riposte en cours à Djerekouré, à Guéké, mais aussi dans tous les autres sites où il y a des cas qui ont été suspectés. Ces vaccins ont déjà servi au centre de la RDC et dans le nord de Kivu. Plus de 300 000 doses ont permis à circonscrire 3 épidémies dans ces zones, soutient le représentant de l'OMS en Guinée. La suite, c'est que les vaccins vont être déployés sur le terrain, sur le théâtre de la riposte des opérations en Djerekouré demain, ce qui est prévu, et aller dans tous les sites où on aura besoin d'eux pour protéger les contacts des malades et encercler ainsi la propagation de cette épidémie qui préoccupe non seulement la Guinée mais aussi les pays voisins. Déjà, les équipes sont sur pied pour démarrer la campagne de vaccination à Djerekouré et à Conakry. Les équipes de vaccination, on a formé 4. Il y a 3 équipes déjà qui sont sur place à Djerekouré. Une équipe est restée à Conakry pour vacciner les contacts de Conakry. Donc, ils ont déjà fait leur programme. Le lancement est prévu entre 11h30 et midi à Djeké, et déjà demain dans la journée du 23. Et toutes les dispositions sont prises, on les a déjà informés, envoyé même les images déjà de l'arrivée du vaccin. Je crois qu'ils vont travailler pour que tout soit au point. Et les équipes, si tout va bien, comme ils sont déjà habitués à faire cette vaccination, on n'a pas de doute que ça va être lancé dans les heures qui suivent. Une invite est faite par l'Agence nationale de sécurité sanitaire aux populations de Djerekouré à se mobiliser pour la campagne de vaccination contre le virus Ebola qui a ressurgi dans la zone. Une bonne nouvelle donc dans la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les façades des bâtiments sur la voie publique entaillées, les clôtures tailladées, les étalages et autres encombrants dégagés, les opérations de déguerpissement dans la capitale font couler beaucoup d'encre et de salive. Face à une telle situation, le gouvernement guinéen s'est prêté à un exercice, celui d'expliquer ce lundi à la presse nationale le bien fondé de ces opérations en cours dans la capitale et ses périphéries. L'initiative vient du président de la République en personne, explique les membres du gouvernement présents à ce point de presse qui s'est
tenu au gouvernorat de la ville de Conakry. Par la même occasion, ils ont prévenu que quiconque occupera à nouveau ces lieux déguerpis sera sévèrement sanctionné. Mamadou Boulere Diallo vous en dit plus. Après une avalanche de critiques par une partie de la population, le gouvernement s'explique enfin sur l'opération de déguerpissement qu'il a entamée dans la capitale Conakry et périphérie. Les 4 ministres, le gouverneur de la ville de Conakry et les maires de 5 communes ainsi que leurs techniciens jurent que l'opération est bénéfique et donc obligatoire pour faire des espaces publics enviables. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement peut démolir toutes ces petites constructions qui étaient dans l'illégalité, mais le gouvernement est obligé de le faire. La grosse question que se pose les déguerpis, c'est pourquoi l'État laisse les populations investir pour venir détruire après. Sur le sujet, le gouverneur de la ville de Conakry jure que l'État n'est jamais en retard par rapport à ses citoyens. Le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, lui, a donné une autre explication. C'est à l'avènement du président de la République à la tête de ce pays-là que nous avons, le président a instruit le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire d'élaborer une politique qu'on a appelée la politique de l'habitat Vision 2021 qui prend en compte tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui. Donc s'il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de vision, les gens ont continué n'importe comment et c'est maintenant que nous prenons la décision de pouvoir les dégager. À ceux qui crient aux 2 poids 2 mesures, le gouvernement explique que personne ne sera épargné, que tous les domaines de l'État seront récupérés et valorisés. Le ministre de l'administration du territoire et celui de l'aménagement de la ville préviennent aussi ceux qui taxent l'opération d'un feu de paille. Chaque centimètre carré de dégagé doit avoir un garde communal comme un piquet pour surveiller. Et c'est là, justement, que vont tomber les sanctions. Tous ceux qui, de façon malheureuse, souhaiteraient être des récidivistes, nous leur lançons un appel qu'il ne faut pas tenter. Parce que si vous tentez, nous allons revenir détruire, mais cette fois-ci à vos frais et vous aurez de fortes pénalités. Après Conakry, les bulldozers du ministère de l'Aménagement seront à l'intérieur du pays pour démolir d'autres constructions dites anarchiques. Il en avait fait la demande et c'est chose faite. Le week-end dernier, le chef de file de l'opposition guinéenne a été reçu par le président de la République au Palais Sékou-Touré au centre des discussions des sujets d'actualité liés notamment au cas des détenus politiques, des opérations de déguerpissement en cours. El Hadj Mamadou Silla a aussi sollicité une nouvelle audience afin de présenter au président Alpha Condé son cabinet et le déposer un mémorandum. Mamadou Silla a procédé ce lundi donc à une réunion de restitution avec les membres du dit cabinet. Le point, c'est avec Ali Badra Kamara, Amara Alexila. Après sa visite dans plusieurs institutions républicaines, le chef de file de l'opposition a mis le cap ce week-end sur la présidence de la République. Une rencontre avec le chef de l'État au cours de laquelle il a réitéré sa volonté avec son cabinet de se rendre à la maison centrale de Conakry pour toucher du doigt les conditions de détention des acteurs politiques. L'élévation du taux de chômage encouragée par les opérations de déguerpissement et la fermeture des frontières ont aussi été passées au scanner. Les détenus qui sont pris avant l'élection, et pendant les élections et après les élections. Donc c'est ces détenus-là qu'on veut visiter. Et laquelle vraiment j'avoue qu'il était très disponible, il a donné l'accord pour dire que quand ce ministre qui n'est pas là, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et puis il va l'instruire pour qu'on puisse aller voir les garnisons de BAF de prison. Donc aussi, le deuxième que j'ai obtenu, c'est pour qu'il me reçoive avec mon cabinet et venir le remettre, non seulement présenter mon cabinet, et aussi venir le remettre officiellement notre mémo de contribution qu'on a fait. Après la restitution de sa visite aux membres du cabinet composé d'anciens ministres et candidats malheureux à la présidentielle du 18 octobre, le porte-parole revient sur la seconde question qui a dominé le débat. En deuxième point, nous avons finalisé le mémorandum qui devra lui être déposé. Avec la nouvelle nomenclature du paysage politique, les membres du cabinet privilégient le dialogue en vue de trouver des compromis aux éventuels problèmes dans le pays.
Vous savez, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le déni ou dans l'adversité. Je vous dis, toutes les options sont ouvertes. Aujourd'hui, nous privilégions le dialogue, le tempérer, l'accalmie, surfer sur l'accalmie, pacifier le débat. Ce mardi, une rencontre est prévue entre le chef de file de l'opposition et l'USAID, cette agence américaine de développement. Premier bisbille déjà autour du chef de file de l'opposition guinéenne. Je ne peux pas évoluer au sein d'un cabinet d'opposition où mes opinions ne sont pas prises en compte. Je préfère quitter. Ces mots sont de Abdoulaye Kourman, président du RRD, qui quitte donc le cabinet du chef de file de l'opposition guinéenne, Mamadou Sylla donc à la tête. Pour l'heure, il dit continuer à travailler au compte de son parti, le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Mais quelles sont les raisons de son départ? Élément de réponse dans ce reportage signé Antoinette Dédé-Onivogui, Justin Leno. C'est en décembre 2020 que l'honorable Abdoulaye Kourman a été nommé conseiller chargé de l'industrie, du commerce, du tourisme et de l'artisanat au sein du cabinet du chef de file de l'opposition Mamadou Sylla. Le président du RDD décline aujourd'hui l'offre pour des raisons qu'il explique. J'ai décliné l'offre pour être en harmonie avec moi-même. Je lui ai dit que vraiment je n'étais pas partant pour être membre de son cabinet. Être dans un groupe où il ne peut pas exprimer librement ses opinions, c'est la raison phare du départ d'Abdoulaye Kourman. Il dit ne pas souhaiter être un opposant, à moitié. Donc je me suis dit que je préfère être dans une équipe et non dans un groupe, parce que je ne parle pas de Mamadou Sylla proprement dite, mais la composition du groupe. Vraiment, je ne me sens pas ou je ne me sentais pas à l'aise en étant dans le cabinet de Mamadou Sylla. Je voudrais vraiment exercer selon le programme et la philosophie de mon parti. À la question de savoir s'il compte servir le gouvernement Condé, sans hésitation, Abdoulaye répond qu'il ne s'agit pas d'un crime. Mais l'heure n'est pas encore arrivée. Si je veux travailler avec le pouvoir, je le fais de façon officielle et je fais une déclaration officielle pour travailler avec le pouvoir. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Je suis d'une opposition réelle et réaliste. Abdoulaye Kourman conclut qu'il n'est pas le seul à avoir quitté le cabinet du chef de file de l'opposition Mamadou Sylla. Ce qui veut dire que d'autres départs pourraient être enregistrés dans les jours à venir. Revenons dans le registre santé. La Covid-19 est encore présente sur le territoire et la prévention, tout comme la riposte, s'organise parallèlement, surtout avec la deuxième vague de la pandémie. L'Union européenne, les ONG MEMISA et FMG ont formé 200 prestataires de santé primaire sur la prévention et le contrôle des infections. Un renforcement en système de santé financé par l'Union européenne qui accorde une attention particulière à l'accès aux soins pour les couches vulnérables des régions de Conakry, Kindia, Mamou et Labé. Alpha Ousmane Ba. Ils sont plusieurs centaines de membres du personnel de santé à être outillés à travers des séries de formations dans le cadre du renforcement du système de santé financé par l'Union européenne, exécuté par Fraternité médicale de Guinée et MEMISA. Nos cibles, c'est le personnel de santé qui sont en contact avec les patients. Donc c'est pour que ce personnel de santé, vous n'oubliez pas que nous sommes en période de Covid, donc c'est pour que ces personnels de santé ne s'infectent pas en faisant la prise en charge de leurs patients. Nous attendons que ces personnels de santé, une fois formés ici, qui retournent à leur centre de santé respectif pour que vraiment on ait zéro infection des personnels de santé après cette formation. Les soins de santé primaire en situation d'urgence, la réorganisation de la consultation et du circuit de patients, les mesures de prévention des infections dans le contexte Covid-19, la prévention et le contrôle des infections PCI standard sont les thématiques autour desquelles les participants ont été formés. D'après les évaluations, le pré-test et le post-test qu'on a eu à faire ici et les évaluations pratiques qu'on a eu à faire, nous pensons vraiment que ces participants-là seront capables maintenant d'aller travailler conformément aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en matière de PCI et prévention et contrôle des infections. Les participants ont été largement initiés sur les techniques de lavage des mains, du port et du retrait des équipements de protection, étape à laquelle les agents de santé s'infectent le plus souvent. Ils nous ont rappelé vraiment les équipements de protection parce qu'on a constaté la majeure partie de nous
personnel médical nous a beaucoup impacté parce que beaucoup de personnes savent vraiment comment s'habiller, mais ils ne savent pas comment faire le retrait des épis. Après avoir travaillé, on peut s'infecter en fonction de nos activités, quoi. En plus du renforcement des capacités des personnels de santé, MEMISA FMG, financé par l'Union européenne, sensibilise afin de rassurer la population qui vit dans la psychose d'être contaminée en se rendant dans les structures de santé. Ils tiennent à toucher au moins 2 millions de personnes, notamment les couches vulnérables. Vous le savez, dimanche dernier, l'avion transportant les premiers vaccins contre la fièvre hémorragique à virus Ebola n'a pas pu atterrir à Conakry. La faute à la météo, le ciel maussade enveloppé par un nuage de poussière chargé de particules fines constituait donc un obstacle en termes de sécurité pour l'avion et ses occupants. Interrogé, le service météo souligne que c'est un phénomène naturel qui n'est pas propre qu'à la Guinée. Mamadou Sadio Baldé, Amar Alexis, là, ont rencontré le directeur national de la météorologie. Ce n'est pas un phénomène isolé, mais une concentration de poussière qui d'habitude s'oriente vers l'Europe. Cette fois-ci, la direction du vent a changé de trajectoire. Une forte concentration aux tempêtes de poussière, généralement en cette période de saison, qui se soulèvent au-dessus du Sahara et qui sont véhiculées par l'harmattan. Mais c'est à de rares occasions que l'harmattan arrive le long de nos côtes. Les conséquences sont d'abord sécuritaires à cause du manque de visibilité dans la circulation. Les transporteurs exposés à des risques d'accident. Si vous roulez à la vitesse habituelle, vous risquez de faire des accidents parce que vous ne voyez pas très loin devant vous. L'autre conséquence, qui n'est pas des moindres, est à la fois économique et sanitaire. Le vol qui acheminait les vaccins contre le virus Ebola a dû se poser à Dakar. C'est qu'il y a des vols qui sont soit annulés au départ de Conakry ou bien qui sont annulés en provenance d'ailleurs. Le trafic aérien perturbé. Pourtant, tant que les conditions minimales ne sont pas réunies, les compagnies ne prendront aucun risque. Les normes internationales exigent maintenant des conditions minimales du point de vue visibilité, lorsque les hauteurs des nuages, les vitesses de vent, etc. Donc, ce sont ces paramètres-là que les pilotes utilisent pour pouvoir manœuvrer leurs avions, leurs appareils au-dessus des pistes. Donc maintenant, imaginez-vous un avion qui a 150 passagers et plus, maintenant qui arrive à un aéroport comme Conakry et qui soit dérouté ailleurs. Le souci actuellement, c'est que le vent ne souffle pas suffisamment pour dégager le ciel de Conakry. Nous espérons quand même que dans les prochaines heures, on peut estimer qu'il y aura une amélioration, mais nous y veillons. Un geste pour leur rappeler qu'une autre vie, une vie plus stable, est bien possible en Guinée avec un peu d'organisation. C'est bien là toute la symbolique du geste de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG en faveur des migrants résidents en Forêt-Carrière, un don composé donc de kits sanitaires, de vivres et des enveloppes financières qui visent également les personnes démunies de la localité en faveur donc de ces personnes dans la localité de Forêt-Carrière. L'activité s'est déroulée le week-end dernier et c'était en présence de LH Aliouba, dont les images sont commentées par Mohamed Valectoré. C'est une campagne qui a débuté le 3 septembre 2020. Face à l'augmentation du nombre de migrants ces derniers temps en Guinée et aux conditions de leur intégration, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG, à travers cette activité dans la ville de Forêt-Carrière, vient au chevet des migrants et des personnes démunies. L'objectif est de les sensibiliser et leur offrir des vivres pour pouvoir s'organiser et s'associer pour une intégration au sein de la société. Protéger les travailleurs migrants, c'est sauver des vies humaines. Sur ce, je déclare l'ouverture des activités de sensibilisation des migrants pour le Covid-19 pour la ville de Forêt-Carrière. Car il y aura d'autres activités du genre qui vont suivre dans d'autres villes pour la protection sociale de nos frères migrants. L'intercentrale syndicale CNTG-USTG, à travers cette activité, cherche à les affilier pour faciliter leur prise en charge par rapport à la couverture sociale. Au début, un travail de sensibilisation des migrants de Forêt-Carrière a été mené
pour leur identification afin de leur apporter des assistances en cette période de crise sanitaire. Les autorités locales saluent l'initiative. Si l'intercentrale syndicale, USTG, CNTG se donnent la main pour non seulement sensibiliser la population vulnérable de Forokaria parmi les migrants léonais résidant sur notre territoire, ça nous va droit au cœur. À travers cette campagne de sensibilisation dans la ville de Forokaria, plusieurs migrants et personnes démunies ont reçu des assistances humanitaires. La centrale entend toucher aussi d'autres préfectures. Avant qu'on ne vienne, une équipe est venue faire les recenser. On sait qui fait quoi. Ils sont dans les mines ici, d'autres sont dans les sociétés privées. Et beaucoup font la pêche et l'agriculture. L'intercentrale CNTG-USCG pense à ces migrés dans notre pays parce qu'ils ont droit à une vie décente. À la faveur de la remise de ces dons, le point focal du réseau syndical Migration Guinée a indiqué que cette action vise à réduire les difficultés auxquelles les migrants, particulièrement les plus démunis, sont confrontés en cette période de crise sanitaire. Eux n'entendent pas quitter aussi promptement leur terre en dépit des avertissements. La colère des habitants de Sanoya au kilomètre 36 ne faible point. Ils sont descendus dans les rues ce lundi pour dénoncer les actions entreprises contre eux par l'État guinéen. Ils soutiennent mordicus que le domaine qu'ils occupent leur appartient. Justin Leno, Ibrahima Souma. Devant leurs maisons, magasins et boutiques en ruine, les habitants de Sanoya, au kilomètre 36, manifestent ce lundi. Ils sont en colère contre l'État guinéen qui vient de les déguerpir sur un domaine qui serait réservé, sauf qu'ils ne le croient pas et ne comptent pas quitter. Ils ont cassé beaucoup, regardez les faits là, tout est cassé, pas de distance respectée. Où je peux aller, en Sierra Leone, en Aou. Nous sommes tous des Guinéens, nous vivons ici. Nous ne connaissons pas d'autres pays sauf ici. Complètement dessus, complètement du sommet à la base. Ferrailleur de profession, Lansana Sako vit dans le secteur depuis 1960. Selon lui, le domaine dont il vient de perdre l'intégralité lui appartient. Il rappelle qu'il y a quelques années, le président Alpha Condé en personne serait venu le voir quand il a été question d'élargir une partie de la route nationale numéro 1. À l'époque, le chef de l'État se serait engagé à dédommager la moitié de son terrain qui a été touché par les travaux, chose qui n'a pas été respectée. Aujourd'hui, il s'est dit déçu. Ce que je lance au président, il n'est qu'à se réfléchir. Les jours qui venaient chez moi pour le problème de la route là, le reste, ils veulent nous retirer ça aussi. Je lance appel au monsieur le président de connaître. Nous sommes déçus à l'heure là. Nous souhaitons la mort à l'heure là. Cri de cœur donc de ces populations du côté de Sanoya. La directrice de l'agence Yocam a tenu une conférence de presse ce lundi à Conakry. Ceci en prélude à la 5e édition du festival panafricain des grillades prévu les 3, 4 et 5 au Palais du Peuple. Face à la presse, elle a déroulé quelques dispositions que son équipe a prises pour limiter la propagation des maladies qui sévissent en Guinée. Compte rendu, Fatmata Binta Bari, Ibrahima Sori Kamara. Après une année d'interruption pour des raisons sanitaires, le Festival panafricain des grillades reprendra en avril 2021 au Palais du Peuple. Les organisateurs veulent cette fois-ci faire en sorte que le Covid-19 et Ebola ne soient plus un obstacle à la tenue de cet événement. La non-tenue de cet événement ne nous a point freinés. Bien au contraire, nous avons fait preuve de résilience et d'espoir. La pandémie est encore là et nous devons apprendre à vivre avec, en respectant avant tout les gestes barrières pendant cette édition. Ce festival réunit des grilleurs de plusieurs pays d'Afrique. Il célèbre donc la diversité culturelle de l'Afrique, notamment celle de la Guinée à travers la gastronomie. Cette année, il se déroule dans un contexte un peu plus particulier à raison de la crise sanitaire. Et pour cela, des mesures de prévention sont envisagées. Il n'y aura pas le concours d'assaisonnement comme d'habitude. On est en train de penser à l'organiser autrement parce que les participants aussi comptent sur ce concours pour pouvoir s'installer avec l'apport et le support de nos sponsors.
on aura 50 personnes qui constitueront la police du respect des gestes barrières. Cette manifestation gastronomique est accompagnée par plusieurs partenaires. La société Sobragui en est le principal. Il faut savoir que la Sobragui aujourd'hui n'est plus à présenter. Vu nos participations au niveau des grands événements du pays, on ne pouvait pas rester indifférent face à cette 5e édition. Le Festival panafricain des grillades vise à animer les capitales et villes africaines. Il offre à chaque grilleur des opportunités de montrer son savoir-faire autour de boissons et mets locaux. C'est donc une première depuis 35 ans. La Guinée s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, discipline basketball. L'équipe obtient aussi son ticket pour la qualification à la Coupe du Monde. Les joueurs sont arrivés ce lundi à Conakry et notre équipe de reportage a assisté à l'accueil. Alcini Barry Abakadine Camara. Une autre discipline sur laquelle les Guinéens pourront désormais compter, le basketball. Les joueurs du coach Zessevic ont obtenu leur ticket parmi les 16 qualifiés pour le championnat d'Afrique de basketball. Ces joueurs ne comptent pas se limiter à 6 petits chemins. Ils espèrent briller sur le toit du continent. Aller encore plus loin, le plus loin possible. Le plus loin possible. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Pas que pour moi, pas que pour eux, pour tous les gamins, pour tous les Guinéens. Surtout dans le sport. Voilà, faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres sports qui existent, qui s'appellent le basket. La Guinée a obtenu son billet durant la dernière journée en battant la Guinée équatoriale avec un écart de 9 points. Une poule où se trouvait également la Côte d'Ivoire, mondialiste de la dernière compétition, et le Cameroun. Le coach salue le caractère des joueurs, leur esprit collectif et patriotique. Le secret est tout resté dans le vestiaire et dans la capacité et caractère des joueurs qui sont appréciés vraiment le travail de part de fédération pour assemblage finalement un collectif qui est composé de vrais hommes et de vrais caractères et personnalités des joueurs. Tout est commencé avec joueurs et tout est fini avec joueurs. Cette qualification est une première depuis 35 ans. Elle offre à la Guinée beaucoup d'autres opportunités. Cette qualification, elle est d'autant plus importante parce qu'au-delà de la Coupe d'Afrique, vous allez voir aujourd'hui la Guinée va faire les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc la Guinée a une chance d'aller en Coupe du Monde de basketball. Et si jamais la Guinée arrive aussi à faire un bon résultat en participant à cette Coupe du Monde, on ouvre la porte aux Jeux Olympiques. Voilà, aujourd'hui, la Guinée, pendant 4-5 ans, va œuvrer dans le basket mondial de haut niveau. Le basketball, comme d'autres disciplines, est laissé à l'abandon. À l'accueil de ces joueurs, aucune autorité du ministère des Sports. Pas de bus. Certains, même pour rejoindre leur domicile, ont été obligés d'emprunter des taxis. Des champions à soutenir. La rubrique Notre angle de ce lundi 22 février nous conduit à Timbo, capitale politique du Fouta théocratique, à la découverte du Tata d'Almami Ibrahima Maodo et du lieu où s'est déroulée la bataille de Talansan en 1725 qui marque la victoire des musulmans sur les animistes. Timbo, le grand format est signé Alpha Momodou Bari, notre correspondant régional. Nous sommes à Timbo, village historique de Fouta Jalon. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le Tata de Almami Ibrahima Sori Maodo, 12e Almami du Fouta théocratique. Almami Ibrahima Sori Maodo est un descendant de Fodé Seydi. Fodé Seydi est un frère à Fodé Seri. Fodé Seri et Fodé Seydi sont arrivés au Fouta. Et Fodé Seri s'est installé à Fugumba et Fodé Seydi est venu s'installer à Timbo. Le monument que vous voyez là est un monument apporté, pierre par pierre, par les citoyens de cette localité. C'était à quelle occasion? C'était en fait pour que l'imam Almami Sori Maodo érige sa case sur ce monument-là que vous voyez. Sa case était en surplombant,
Donc il avait la vision de toute la contrée. En tant qu'imam, donc tout venait ici autour de lui là, lui il était en haut et tout le monde le voyait et il s'adressait à tout le monde et tout le monde voyait aussi l'imam. Le Fouta, à travers le Haut Conseil de Timbo, a donc décidé de restaurer ce tata présenté comme un hommage rendu à un chef de guerre auréolé de couronnes tissées de ses différentes conquêtes. Karamoka Alpha s'était déjà donné comme objectif, après ses études coraniques, l'islamisation du pays dialonké. Ici, c'était un pays dialonké. Donc, ils se sont fixés comme objectif, et lui et les nombreux marabouts qui sont venus s'implanter dans les différents villages, ils se sont fixés comme objectif d'islamiser le Fouta. Et les marabouts qui s'étaient implantés dans ce pays, qui s'appelait Dialonkadou, ce n'étaient pas des Peuls seulement. Il y avait des Peuls, il y avait des Malinké, il y avait des Sarakolés. Tous ont contribué à cette djihad-là. Maintenant, quand la djihad a été déclenchée, la première grande bataille a eu lieu à Talansan, que nous allons visiter tout à l'heure. Après Talansan, les musulmans qui se sont retrouvés là ont décidé, chacun de son côté, d'aller combattre les foyers de Dialonké. C'est quand ils ont fini de combattre ces foyers de Dialonké qu'ils se sont retrouvés à Boural-Tapé et qui sont décidés, étant victorieux et devenus forts, de changer le nom du pays. Au lieu que le pays s'appelle Dialonkatou, ils l'ont appelé pays des Fulbé et des Dialonké, Fouta Diallo. Donc, c'est sur cette base que l'État théocratique du Fouta Djallon est né. Et le premier almami, donc, c'était Karamoka Alpha, Ibrahima Sambégo. Donc, en réhabilitant ce tata, on veut simplement réhabiliter un pan important de l'histoire de l'islamisation, de l'implantation de l'islam dans notre pays. Après la prière de 14h dans cette mythique mosquée de Timbo, dont l'histoire se confond avec les débuts de l'islam en Afrique, direction le site de Talansan. Nous voici au site de Talansan. Ici s'est déroulée la bataille la plus meurtrière et la plus décisive de toute l'histoire de la conquête du Fouta par l'islam. Maudo a été, à ce moment il s'appelait Yorupate, a été amené à consulter tous les grands marabouts qui étaient au Fouta pour qu'ils se conjuguent afin de préparer la guerre de Talansan. Donc ainsi, en 1725, ils étaient au nombre de 100. Et le 100e était un bébé parmi les musulmans. Ils ont été à Talansan, ils ont vaincu les animistes grâce à un coup de fusil qui n'était pas connu ici. C'est le coup de ce fusil-là qui est intervenu à Talansan, qui a effrayé les Dialonké, parce que c'était la première fois qu'on entendait un coup de fusil. Ils ont dit que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Beaucoup se sont noyés dans le fleuve Bafing, d'autres ont fui. Et finalement, c'était la première étape de la victoire des musulmans. Cette insurrection musulmane fut dirigée par 24 chefs, dont 14 Peuls et 10 Maninka. Les musulmans venus de l'Ouest et les fétichistes de l'Est s'affrontèrent ici pendant 15 jours.
Excellent grand format signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant régional du côté de Mamou. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.